Bonjour, je m'appelle Adrien Bouglet, je suis anesthésiste réanimateur à la Pitié-Salpêtrière. Donc, je vais vous faire le topo sur état de choc cardiogénique et technique de suppléance. L'état de choc cardiogénique est une diminution du débit cardiaque responsable d'une hypoxie tissulaire malgré une volémie normale. C'est donc une incapacité de la pompe cardiaque à assurer un débit alors même que la volémie devrait le permettre. On peut donc le caractériser par une pression artérielle basse, notamment une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, un index cardiaque inférieur à 2 litres par minute et par mètre carré, une pression artérielle pulmonaire d'occlusion supérieure à 18 mm de mercure, ce qui caractérise la volémie normale, et enfin une saturation veineuse en oxygène inférieure à 60%, qui reflète cette inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène du myocarde. Le débit cardiaque dépend de la précharge du patient, soit la quantité de sang qui revient dans les cavités cardiaques, des gènes à l'éjection du ventricule droit ou du ventricule gauche, qu'on appelle la post-charge, de la contractilité des ventricules, donc l'inotropisme, et enfin de la fréquence cardiaque, puisque le débit cardiaque représente le volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence. En cas de choc cardiogénique, nous pourrons avoir une atteinte de la post-charge, de l'inotropisme ou de la fréquence, le tout aboutissant à une réduction du débit cardiaque. Allons dans le détail des étiologies. Et tout d'abord, une diminution de l'inotropisme, donc une diminution de la contractilité du myocarde. La principale cause de choc cardiogénique demeure l'infarctus du myocarde. Nous pourrons observer néanmoins des myocardites, donc une inflammation du muscle, la CEC, la circulation extracorporelle, nécessaire pour une chirurgie cardiaque, mais aussi une contusion myocardique ou une cardiopathie dilatée à coronaire saine. Une gêne à l'éjection du ventricule droit, comme dans le cadre d'une embolie pulmonaire, ou du ventricule gauche, comme dans le cadre d'un rétrécissement aortique serré, peuvent entraîner un choc cardiogénique, comme enfin un problème de rythme cardiaque, notamment en cas de trouble du rythme ou de trouble de la conduction avec un bloc auriculo-ventriculaire. L'incidence du choc cardiogénique tend à augmenter du fait du vieillissement de la population et on considère qu'un infarctus sur 10 se compliquera de choc cardiogénique. Dans cette cohorte américaine, vous observez une diminution lente, mais néanmoins significative de la mortalité en fonction des années. Qu'en est-il en réanimation ? Eh bien, la base Cubrea s'intéresse à l'ensemble des admissions en réanimation. Et vous voyez que le choc cardiogénique est une pathologie relativement rare, puisqu'elle ne représente que 6% des admissions en réanimation, avec une mortalité, là aussi en baisse sur la période étudiée. Comment allons-nous prendre en charge un choc cardiogénique ? Eh bien, comme d'habitude en réanimation, on va associer une prise en charge étiologique, donc traiter la cause du choc cardiogénique, et une prise en charge symptomatique en traitant les différentes défaillances d'organes. La prise en charge étiologique reposera, on l'a vu le plus souvent, sur le rétablissement d'un débit sanguin coronaire, soit par coronarographie, soit dans le cadre d'une chirurgie du pontage coronaire. Et la prise en charge des différentes assistances reposera sur la ventilation, invasive ou non invasive, la prévention de l'insuffisance rénale, voire le recours à l'épuration extra-rénale, et enfin une prise en charge hémodynamique qu'on va détailler. Commençons par cette prise en charge étiologique. Et donc, on se rappelle que la première cause de choc cardiogénique, c'est l'infarctus du myocarde. Vous pouvez voir ici une coronarographie
avec un infarctus de la paroi antérieure du myocarde secondaire à une occlusion de l'artère interventriculaire antérieure, ici qui est complètement occluse. Le cardiologue interventionnel va donc mettre en place un ballon dans cette coronaire, gonfler le ballon, ce qui va permettre ensuite de rétablir un flux sanguin coronaire avec éventuellement la mise en place d'un stent. Qu'en est-il de la prise en charge hémodynamique du choc cardiogénique? Eh bien, nous allons utiliser des médicaments inotropes, et notamment la dobutamine, qui est une catécholamine de synthèse, qui va agir sur les récepteurs bêta 1, et donc avec un effet inotrope et chronotrope, provoquant une tachycardie, et un effet bêta 2, responsable d'une vasodilatation systémique et pulmonaire. La dobutamine va donc être indiquée en cas de syndrome de bas débit cardiaque, notamment dans le cadre du choc cardiogénique. Une autre molécule a été plus récemment utilisée, le lévosimendan, qui est un sensibilisateur calcique, qui possède des effets inotropes positifs, mais aussi des effets vasodilatateurs. Ces deux molécules ont été comparées dans des études, notamment cette étude publiée en 2007, qui comparait plus de 600 patients avec de la dobutamine et plus de 600 patients avec du lévosimendan. Et vous voyez que lorsqu'on regarde cette courbe de Kaplan-Meier, il n'y avait pas de différence de survie en fonction du temps, selon que vous étiez dans le groupe lévosimendan ou dans le groupe dobutamine. On n'observait donc pas de bénéfice à l'utilisation du lévosimendan dans cette indication. Il peut arriver que malgré la dobutamine, le patient soit hypotendu. Il va donc nécessiter des vasopresseurs. Plusieurs molécules ont été étudiées dans cette indication, et notamment la dopamine et la noradrénaline. Dans cette étude, sur plus de 1600 patients, les auteurs faisaient cette comparaison dans 3 groupes, le choc septique, le choc cardiogénique et le choc hypovolémique. Et vous pouvez voir que s'il n'existait pas de différence de pronostic dans le cadre du choc hypovolémique ou septique, dans le groupe des patients en choc cardiogénique, il y avait bien un bénéfice à l'utilisation de la noradrénaline par rapport à la dopamine. Enfin, des auteurs ont comparé l'association dobutamine-noradrénaline par rapport à l'adrénaline dans le choc cardiogénique. Les auteurs observaient de nombreux effets bénéfiques, et notamment en termes de fréquence cardiaque et de lactate dans le groupe dobutamine-noradré par rapport à l'adrénaline. Pour résumer la prise en charge du choc cardiogénique, il va donc s'agir de faire un traitement étiologique, et on a vu que c'était d'abord la coronarographie. Nous allons utiliser de la dobutamine pour augmenter la contractilité du myocarde, et en cas d'hypotension, de la noradrénaline. Si en dépit du traitement étiologique et de ce traitement pharmacologique, il persiste une instabilité hémodynamique ou des défaillances organes de bas débit, nous serons en présence d'un choc cardiogénique réfractaire qui va nécessiter la mise en place d'une assistance circulatoire. Plusieurs systèmes s'offrent à nous, le ballon de contrepulsion intra-aortique, le dispositif Impella, le tandem Heart que nous n'aborderons pas dans cette présentation, et enfin l'ECMO véno-artériel. Commençons par le ballon de contrepulsion intra-aortique qui va avoir pour rôle de restaurer la balance énergétique du myocarde. Cette balance est donc l'équilibre entre la consommation en oxygène du myocarde, qui dépend de la fréquence cardiaque,
de la contractilité myocardique et des conditions de charge, et notamment de la post-charge du ventricule gauche, et les apports en oxygène du myocarde qui dépendent avant tout du flux sanguin coronaire. Le ballon de contre-pulsion intra-aortique va se gonfler en diastole, ce qui va permettre d'augmenter la pression aortique diastolique et d'augmenter ainsi le débit de perfusion coronaire et donc l'apport en oxygène du myocarde. En systole, lors de l'éjection du ventricule gauche, le ballon se dégonfle, ce qui va permettre de réduire la pression artérielle systolique, de diminuer les résistances et ainsi la consommation en oxygène du myocarde. De nombreuses indications ont été décrites pour l'utilisation du ballon de contre-pulsion intra-aortique. Du fait de ses effets primaires, l'augmentation en oxygène du myocarde et donc la diminution de la demande. Ces indications étaient des indications médicales, et notamment dans l'infarctus du myocarde, qu'il soit compliqué ou non compliqué, mais aussi dans le cadre d'autres chocs cardiogéniques ou dans le cadre périopératoire de chirurgie cardiaque. Une étude prospective, randomisée, multicentrique, a été publiée en 2013. Elle comparait chez 600 patients en choc cardiogénique compliquant un infarctus du myocarde la mise en place ou non d'un ballon de contre-pulsion intra-aortique. Vous pouvez observer ici la mortalité en fonction du temps, en fonction du groupe, ballon de contre-pulsion intra-aortique en rouge, groupe contrôle en bleu, et vous voyez que la mortalité à 1 an était strictement superposable entre les deux groupes, 52% dans le groupe avec ballon de contre-pulsion intra-aortique versus 51% dans le groupe contrôle. Il n'existait donc pas de bénéfice à la mise en place d'un ballon de contre-pulsion intra-aortique dans le choc cardiogénique compliquant un infarctus du myocarde. Les auteurs avaient réalisé des études en sous-groupes, selon le sexe, l'âge, les antécédents. On ne retrouvait d'effet bénéfique du ballon dans aucun des sous-groupes. Ceci a eu pour conséquence, lors des dernières recommandations européennes de 2016, de ne pas recommander l'utilisation du ballon de contre-pulsion intra-aortique. Le dispositif Impella. Le dispositif Impella est une pompe microaxiale à débit continu qui va être placée en position transvalvulaire aortique. Elle va avoir pour mission d'aspirer le sang dans le ventricule gauche pour le réinjecter dans l'aorte. Ceci afin d'assurer un débit cardiaque, de diminuer la pression capillaire, la tension pariétale et le travail du ventricule gauche. Il existe plusieurs sortes de dispositifs Impella qui vont être avec un diamètre plus ou moins important, nécessitant une pose soit percutanée, soit chirurgicale, et assurant un débit pouvant aller de 2 à 5 litres par minute. Il existe quelques données rétrospectives sur l'utilisation du ballon de contre-pulsion intra-aortique, notamment cette étude publiée en 2013 sur une centaine de patients assistés par un Impella 2.5 dans un choc cardiogénique. Vous pouvez voir que l'implantation de l'Impella permettait une diminution du lactate modeste et dans cette cohorte, la mortalité demeurait très importante puisqu'elle était de 64%. En 2015, une équipe de Montpellier a rapporté son expérience chez 40 patients d'Impella 5.0 dans le cadre d'un choc cardiogénique réfractaire. Et cette fois-ci, les chiffres étaient plus encourageants avec une mortalité de l'ordre de 35%. Si vous êtes amené à prendre en charge un patient assisté par un tel dispositif, vous serez particulièrement attentif à la survenue d'une ischémie de membre. En effet,
Ces dispositifs sont des dispositifs endovasculaires qui peuvent donc provoquer une ischémie en aval du cathéter. Nous serons attentifs à l'hémodynamique, à la survenue d'une défaillance ventriculaire droite, notamment en échocardiographie transthoracique, mais aussi à l'état respiratoire du patient et à divers paramètres biologiques. Enfin, nous allons aborder maintenant l'ECMO véno-artériel. L'ECMO véno-artériel est donc un système composé d'une pompe, d'un moniteur, d'un oxygénateur et de canules. Il existe deux types d'ECMO. L'ECMO véno-veineuse qui va assurer une suppléance purement respiratoire et l'ECMO véno-artériel qui va permettre une suppléance hémodynamique et respiratoire. Un circuit d'ECMO est donc composé d'un contrôleur, d'une pompe, d'un oxygénateur qui va permettre l'oxygénation et la décarboxylation du sang et de canules. Les canules, donc une canule artérielle et une canule fémorale, peuvent être mises de façon percutanée ou chirurgicale. Il est important de comprendre que plus ces canules sont d'un diamètre, d'un calibre important, plus elles permettront d'assurer un débit important. Ça, c'est secondaire à la loi de Poiseuille. La canule d'admission sera montée jusque dans l'oreillette droite et la canule de réinjection, dans le cas d'une ECMO véno-artérielle, permettra la réinjection du sang dans l'aorte. La canule de reperfusion sera systématique en cas d'ECMO véno-artérielle. Ces canules peuvent donc être posées de manière chirurgicale ou percutanée. Les canules percutanées ont un risque infectieux moins important et potentiellement plus de risques de mauvaise position. À l'inverse, la mise en place chirurgicale nécessite un chirurgien et est associée à un risque infectieux plus important. Après les canules, le sang circule dans le circuit. Il s'agit de circuits pré-héparinés pour diminuer l'interaction entre le sang et les circuits. Puis une pompe centrifuge qui va donc assurer un débit en fonction du nombre de tours, en fonction de la précharge. Et donc la précharge elle va dépendre de la volémie du patient, du diamètre et de la longueur des canules, comme nous l'avons vu précédemment. Et enfin de la post-charge, qui sera représentée à nouveau par le diamètre et la longueur de la canule artérielle, les résistances vasculaires, et notamment la pression artérielle, et enfin un éventuel thrombus dans l'oxygénateur. L'oxygénateur va permettre l'oxygénation et la décarboxylation du sang. Il est relié à un mélangeur de gaz sur lequel on va contrôler le débit de gaz et la FiO2. Plus ce débit de gaz sera important, plus on augmentera la décarboxylation du sang et donc la diminution de la PaCO2. Plus la FiO2 sera importante, plus on augmentera l'oxygénation du sang et donc la PaO2. Enfin, il existe un contrôleur qui va permettre donc de régler un débit en fonction à nouveau de la précharge et de la post-charge. Il existe différents types de cannulation. Le plus fréquent est l'ECMO véno-artériel périphérique fémoro-fémoral. On peut également avoir recours à une ECMO fémoro-axillaire. Enfin, il existe d'autres types de cannulation que vous rencontrerez plus volontiers dans des centres de référence, dans des centres de chirurgie cardiaque, notamment l'ECMO véno-artériel central, l'ECMO droite ou la double ECMO centrale. Pour la cannulation pour l'ECMO véno-veineuse, il peut exister soit une double cannulation, qui sera la plus fréquente, soit une monocanule double lumière. Qu'en est-il de l'épidémiologie du recours à l'ECMO véno-artériel? Vous pouvez voir sur cette cohorte allemande, publiée en 2016, que la publication de l'effet de l'étude sur l'inefficacité du ballon de contre-pulsion intra-aortique a augmenté une augmentation majeure du recours à l'ECMO véno-artériel à partir de 2013. La mortalité reste très élevée, de l'ordre de 60%.
Il existe aujourd'hui un certain nombre de données rétrospectives sur le pronostic des patients assistés par une ECMO véno-artérielle pour un choc cardiogénique. Il s'agit là d'une des premières études publiées en 2008, il y a 12 ans. C'était une étude rétrospective portant sur 80 patients. On pouvait voir que les paramètres associés avec la mortalité dans cette cohorte d'ECMO véno-artérielle étaient le sexe féminin, la pause pour un arrêt cardiaque, donc une pause sous massage cardiaque, et des défaillances d'organes déjà présentes lors de la pause de l'ECMO, notamment un TP inférieur à 50% ou l'insuffisance rénale aiguë. Le pronostic d'un patient sous ECMO véno-artérielle dépend également de l'étiologie du choc cardiogénique. Dans cette petite étude sur une quarantaine de patients publiée en 2011, vous voyez que la mortalité était très différente. La survie était plutôt bonne, de l'ordre de 48% en cas de choc cardiogénique sur un infarctus du myocarde. Elle était en revanche très faible, de l'ordre de 11%, lorsque le choc cardiogénique survenait dans le cadre d'une cardiomyopathie dilatée. Il n'existe pas de données prospectives randomisées sur l'utilisation de l'ECMO véno-artérielle dans le choc cardiogénique. On a cette étude taïwanaise qui comparait deux périodes, une période 93-2002 avec des patients en choc cardiogénique grave sans ECMO et donc une mortalité à 30 jours qui était de l'ordre de 72%, et une deuxième période de 2002 à 2006 avec à nouveau du choc cardiogénique sévère assisté par ECMO et une mortalité de l'ordre de 39%. Il existe de nombreux biais dans une étude pareille. Il est évident que la prise en charge d'un choc cardiogénique en 1993 était différente de celle d'une prise en charge en 2006. Néanmoins, on imagine bien qu'il y a un bénéfice à la mise en place d'une ECMO véno-artérielle chez un certain nombre de patients. Chez un certain nombre, mais probablement pas chez tous. Ça a été illustré par cette étude publiée en 2016, une étude réalisée entre Paris et Rennes, dans laquelle les auteurs, dans le cadre de choc cardiogénique pour infarctus du myocarde, ont cherché à mettre en évidence des facteurs de mauvais pronostic. Et vous voyez que c'était l'âge élevé, à nouveau le sexe féminin, un indice de masse corporelle élevé, le coma, une insuffisance rénale ou un lactate élevé. À partir de ces différents paramètres, les auteurs ont pu construire un score qui s'appelle le score Encourage, et que plus ce score est élevé, donc plus il y avait de facteurs de mauvais pronostic, plus la mortalité était importante et donc la probabilité de survie faible. Dans le contexte de chirurgie cardiaque, l'ECMO peut être utilisé si le cœur ne repart pas bien après la circulation extracorporelle. C'est heureusement assez rare. Dans cette étude multicentrique rétrospective, ça concernait 148 patients sur une cohorte totale de 24 000, soit 0,6% des pontages coronaires qui avaient besoin d'une ECMO véno-artérielle. La mortalité dans cette cohorte de patients assistés par ECMO après des pontages coronaires a été très élevée, vous voyez, de l'ordre de 70% à 1 an. Et l'insuffisance rénale et le lactate étaient associés à nouveau avec la mortalité. Il y avait de nombreuses complications dans cette cohorte, et notamment beaucoup de saignements, nécessitant une reprise chez plus de la moitié des patients. Chez les patients qui vont être transplantés du cœur, l'ECMO véno-artérielle peut avoir sa place. Alors, il y a souvent une défaillance du greffon. Le ventricule droit est sensible à l'ischémie-reperfusion. Les patients ont des résistances vasculaires pulmonaires élevées et donc ils sont greffés d'un cœur droit qui n'est pas habitué à travailler avec de telles conditions de charge. Puis enfin, on a recours à des greffons progressivement de moins bonne qualité du fait de la pénurie des greffons. Ce qui avait été démontré dans cette étude publiée en 2016, c'est lorsque l'on compare des patients qui présentent une défaillance primaire du greffon et pas de défaillance, il est évident que la survie est beaucoup plus faible pour les patients avec une défaillance primaire du greffon.
En revanche, si ces patients sont assistés par une ECMO véno-artérielle, eh bien leur survie devient excellente. L'embolie pulmonaire, donc la présence d'un thrombus dans l'artère pulmonaire gênant l'éjection du ventricule droit, peut être une indication de recours à l'ECMO véno-artérielle, notamment en cas d'arrêt cardiaque, d'instabilité hémodynamique majeure, d'hypoxémie sévère, ou en cas d'échec de la thrombectomie. On a quelques données pour penser que l'ECMO véno-artérielle peut être une thérapeutique intéressante dans cette étiologie, notamment cette étude publiée en 2018, avec une survie dans cette population très grave de l'ordre de 53%, ou alors cette étude publiée en 2017 aux États-Unis, sur une toute petite cohorte, 20 patients, avec dans cette cohorte de patients graves, avec un nombre de patients importants qui avaient présenté un arrêt cardiaque, des patients qui avaient une défaillance ventriculaire droite sévère. Ils avaient une durée d'ECMO de l'ordre de 5 jours et une mortalité qui était très faible, puisque 95% de ces patients graves survivaient. Donc l'ECMO semble avoir sa place dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire grave. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour ces patients ? Eh bien, plutôt oui, parce que même si on voit que la mortalité en réanimation et la mortalité hospitalière sont importantes, parmi les patients sevrés, 80% seront vivants à 1 an. Et donc, il existe probablement un bénéfice vraiment pour les patients qui vont survivre à la phase initiale à la mise en place d'une ECMO véno-artérielle. Le pronostic des patients sous ECMO véno-artérielle est donc compliqué et grévé par les complications qui vont arriver sous ECMO, notamment l'hémorragie, les complications infectieuses, les complications neurologiques. Les complications infectieuses, elles sont très fréquentes chez ces patients. Ici, il s'agit d'une étude rétrospective publiée en 2012. Vous voyez qu'il y avait, pour plus de la moitié des patients, une pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Un patient sur 5 présentait une bactériémie. Ces facteurs étaient associés avec la mortalité des patients. Les complications hémorragiques ou thrombotiques sont également très fréquentes. L'ECMO nécessite une anticoagulation efficace pour prévenir les complications thrombotiques. Cette anticoagulation efficace va elle-même induire des complications hémorragiques. Il va donc être difficile de trouver le bon équilibre entre ces deux types de complications. Les complications hémorragiques, elles sont fréquentes. Elles peuvent être au niveau des points d'insertion des canules, mais aussi plus générales, comme des saignements digestifs ou des saignements intracrâniens. Elles sont liées à la pose des canules, et notamment une pose percutanée sera moins hémorragique qu'une pose chirurgicale, aux circonstances de pose, aux troubles de la coagulation, et notamment à la thrombopénie qui peut survenir chez un patient sous ECMO. Lorsque l'on cherche à mettre en évidence des facteurs de risque de saignement chez les patients sous ECMO, on observe qu'une anticoagulation trop importante et la gravité du patient à l'arrivée et le fait que l'ECMO soit mise dans le cadre du contexte chirurgical sont des facteurs de risque de saignement. Il existe une complication spécifique de l'ECMO qui est l'œdème pulmonaire hydrostatique. Lorsque le cœur a un défaut de contractilité majeur, l'ECMO fémoro-fémoral, qui va injecter le sang de façon rétrograde, va encore plus gêner l'éjection du sang du ventricule gauche et donc va provoquer une stase de sang au niveau des cavités gauches, une augmentation des pressions dans le VG, dans l'oreillette gauche et à la fin un œdème pulmonaire hydrostatique. Pour traiter ou prévenir la survenue d'un tel œdème pulmonaire hydrostatique, il va donc falloir soit maintenir des inotropes pour assurer un petit peu de contractilité du ventricule gauche et donc une ouverture de la valve aortique, soit un ballon de contre-pulsion intra-aortique. Je vous ai expliqué que ce ballon n'était pas efficace dans le traitement du choc cardiogénique, mais peut avoir sa place dans le cadre de la décharge du ventricule gauche chez un patient sous ECMO véno-artérielle. L'Impella peut également trouver sa place.
Le rôle bénéfique du ballon a été illustré par cette étude publiée en 2014. Les auteurs avaient mis en place un cathéter de Swan-Ganz pour mesurer les pressions de remplissage du ventricule gauche. Et les auteurs avaient mis en évidence que l'arrêt du ballon de contre-pulsion entraînait une augmentation des pressions, et notamment de la pression artérielle pulmonaire d'occlusion, et que le redémarrage du ballon de contre-pulsion permettait une baisse de cette pression, ce qui veut dire qu'on vidange mieux les cavités gauches. Dernière complication spécifique de l'ECMO véno-artériel, le syndrome Harlequin. Syndrome Harlequin sera rencontré lorsque le cœur va récupérer un degré de contractilité, donc du sang va sortir des cavités gauches pour vasculariser la partie supérieure du corps. Si à ce moment-là, les poumons ne permettent pas d'oxygéner le sang de manière satisfaisante, ce sang circulant dans la partie supérieure du corps ne sera pas suffisamment oxygéné et donc peut provoquer une hypoxie coronarienne ou cérébrale. Il faudra donc potentiellement réaliser un switch vers une ECMO véno-veineuse ou une ECMO véno-artério-veineuse. Comment gérer au quotidien une ECMO véno-artérielle? Eh bien, cette gestion comprendra le réglage des débits, une attention sur la situation hémodynamique et ventilatoire, l'anticoagulation et enfin la surveillance clinique et biologique. Comment régler les débits de l'ECMO? Eh bien, en fonction des paramètres échocardiographiques. Et donc, on va chercher une bonne décharge des cavités droites et des cavités gauches, mais surtout régler le débit de l'assistance en fonction de l'oxygénation globale et des paramètres de perfusion tissulaire. La créatinine, la diurèse, le bilan hépatique et bien sûr le lactate artériel. Le débit et la FiO2 du balayage seront réglés en fonction de la gazométrie artérielle. On pourra maintenir de petites doses d'inotropes, notamment à l'absence de décharge du ventricule gauche, afin de maintenir une contractilité du ventricule gauche, une ouverture de la valve aortique et ainsi une vidange des cavités gauches. On pourra avoir recours enfin à des catécholamines pour maintenir la pression artérielle et notamment de la noradrénaline. Si l'ECMO n'est pas capable d'assurer un débit satisfaisant, le premier réflexe doit être de vérifier la position des canules et notamment un coude sur le circuit ou sur une canule. On sera très attentif à rechercher un pneumothorax ou une tamponnade. Enfin, on recherchera une hypovolémie, notamment en réalisant une épreuve de remplissage. Les patients en ECMO véno-artériel seront ventilés avec une ventilation protectrice, mais pourront tout à fait être extubés lorsque la situation globale le permettra. Les patients sous ECMO véno-artériel vont nécessiter une anticoagulation systémique par de l'héparine afin de prévenir la formation de thrombus, et de thrombus notamment au niveau de l'oxygénateur. Cette héparine sera administrée avec un objectif de TCA ou d'activité anti-DISA entre 0,2 et 0,4. Le patient sera surveillé de manière très rapprochée, notamment l'examen clinique. Nous rechercherons une ischémie aiguë de membre en aval des canules, l'examen neurologique pour détecter précocement une complication cérébrovasculaire, et enfin une infection dont on a vu qu'elles étaient très fréquentes. Le circuit sera surveillé plusieurs fois par jour, notamment les points d'insertion des canules, l'aspect des lignes et la ligne de reperfusion. Puis bien sûr, on sera attentif à l'examen hémodynamique du patient. Est-ce qu'il existe une pulsatilité de la courbe de pression artérielle? Quel est le niveau de pression artérielle moyenne? Quel est le débit cardiaque du patient? Est-ce que ce débit cardiaque est adapté à l'état global de notre patient? La surveillance biologique sera quotidienne, voire pluriquotidienne, avec la numération, les plaquettes, le monitorage de l'anticoagulation, la recherche d'une hémolyse en dosant l'hémoglobine plasmatique, le dosage des CPK pour rechercher une ischémie aiguë de membre, la gazométrie artérielle pour régler la FiO2 et le débit de balayage de la membrane, et donc le lactate, le bilan hépatique et la fonction rénale pour régler le débit de l'assistance.
L'échocardiographie sera quotidienne, elle sera réalisée bien sûr à l'implantation de l'ECMO pour son bon positionnement et au quotidien pour évaluer sa sevrabilité. La machine sera évaluée. Est-ce qu'il existe des clampes, une manivelle? Est-ce que, c'est très important, est-ce que la machine est bien branchée au réseau électrique et au débit de gaz? Attention, notamment lors des transports de patients, au retour d'un scanner par exemple, à ce que le débit de gaz frais et l'alimentation électrique aient bien été rebranchés. On a vu que l'ECMO était associé avec de nombreuses complications. Et donc, à partir du moment où vous allez mettre en place une ECMO véno-artérielle, vous allez étudier sa sevrabilité, qui sera envisagée dès lors qu'on aura retrouvé une activité pulsatile, que la pression artérielle sera suffisamment élevée avec des petites doses de catécholamine, et que surtout la situation initiale sera globalement rentrée dans l'ordre. On réalisera une épreuve de sevrage en diminuant le débit de l'ECMO et en contrôlant notamment à l'échocardiographie qu'il n'y a pas de dilatation des cavités droites ou des cavités gauches et que le cœur est capable d'assurer un débit satisfaisant sans l'ECMO. Est-ce que le lévossimandant, dont on a parlé dans la prise en charge du choc cardiogénique, pourrait avoir un intérêt pour favoriser le sevrage de l'ECMO? Eh bien, c'est ce que semble montrer cette étude publiée en 2016. Vous voyez que le lévossimandant, lorsqu'il était administré précocement sous ECMO, permettait un sevrage plus rapide. Au final, le choc cardiogénique est une pathologie en augmentation avec une mortalité en baisse. Il sera fondamental de réaliser la prise en charge étiologique du choc cardiogénique. La prise en charge pharmacologique repose d'abord sur la dobutamine et la noradrénaline. Enfin, en cas de choc cardiogénique réfractaire, nous aurons recours à une assistance mécanique qui sera une IPLA-CP ou une IPLA 5.0 en cas de défaillance ventriculaire gauche isolée, ou une ECMO véno-artérielle en cas de défaillance multiviscérale ou si l'IPLA n'est pas suffisante. Le pronostic des patients en choc cardiogénique réfractaire sera fonction des défaillances à l'implantation de l'assistance, qui elles-mêmes sont porteuses de nombreuses complications, et associées avec une mortalité très importante, même si le pronostic reste acceptable à long terme. Je suis disponible à cette adresse mail pour toutes les questions que vous souhaiterez poser.